Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. L'actualité du jour en France, c'est ce fameux H pivot. Édouard Philippe donne 3 mois aux syndicats pour trouver une autre solution. Le Premier ministre a fait un nouveau pas dans la négociation en retirant l'âge pivot à 64 ans du projet de loi sur les retraites. Lit-on par exemple dans le Figaro ce matin, les syndicats, notamment la CFDT et l'UNSA, doivent désormais se réunir pour une conférence de financement et chercher des propositions permettant d'équilibrer le système. On va débuter avec une analyse politique de cette décision. Nous sommes en compagnie de Pascal Perrineau. Bonjour, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po Paris, auteur notamment du Grand Écart paru chez Plon. À côté de vous, Julien Volpré, bonjour. Vous êtes fondateur et dirigeant du cabinet de conseil en communication Tadeo et vous avez été le conseiller de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2011 en charge des études d'opinion. Julien Volpré, votre point de vue sur cette décision du Premier ministre? Je crois que c'est un vrai compromis, c'est un vrai point d'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a personne à un genou à terre et le dialogue doit se poursuivre pour être conclusif. L'âge pivot était un élément de blocage, il est à la fois retiré, donc ce qui permet de débloquer, et en même temps il est au cœur de l'agenda, puisqu'il y aura une conférence de financement sur le financement des retraites pour les 3 mois, avec l'objectif d'y arriver avant le vote final de la réforme. Donc, l'intention d'Édouard Philippe, c'est que le vote doit comprendre cette question du financement que traitait l'âge pivot. Donc, et d'ailleurs, les deux parties disent que c'est un compromis, c'est un texte qui a été âprement négocié entre la CFDT et Matignon, au-delà de toutes les discussions et toutes les réunions. Et donc, c'est très équilibré. C'est très risqué pour les deux parties. Alors, en tout cas, les deux parties, il y en a une troisième qui, elle, considère qu'il s'agit d'un marché de dupes. J'ai sous les yeux la une de l'Humanité. Pascal Perrineau, votre regard sur cette décision et sur la manière dont le Premier ministre l'a annoncé? Non, cela marque une très nette inflexion par rapport à ce qui s'apparentait à un dialogue de sourds depuis des semaines et des semaines. D'autre part, ça montre que ce que l'on appelait à tort le front syndical est beaucoup plus lézardé, historiquement d'ailleurs, qu'on veut bien le dire, et qu'entre les syndicats de sensibilité réformiste du type CFDT, UNSA, et de l'autre, les syndicats qui sont dans un syndicalisme de rupture et de protestation, comme la CGT ou Solidaire. Au fond, il y a de très fortes différences. Les premiers peuvent rentrer parce que c'est dans leur, dans leur gène syndical et politique, peuvent rentrer dans un processus de compromis, jouent le jeu, au fond, de ce qui s'apparente à une démocratie sociale. Parce qu'enfin, vers quoi va-t-on ? On donne aux acteurs sociaux, patronat, syndicats représentant les salariés, on donne aux acteurs sociaux la capacité et l'espace et le temps, même si c'est compté jusqu'à fin avril, pour négocier de manière mature entre eux, ce qui se fait dans de multiples démocraties européennes, ce qui se fait d'ailleurs dans le cadre de certains régimes de retraite, et je pense au régime de retraite complémentaire du privé Agirc-Arrco, où les syndicats gèrent avec le patronat cet important régime complémentaire de l'Agirc-Arrco, avec d'ailleurs la CGT et FO qui sont également dans le processus. Donc ce qui est possible dans ce domaine peut être possible, on le verra, dans les semaines qui viennent. Oui, on le verra parce que, Julien Volpré, ce que l'on ne comprend pas, c'est qu'on aurait très bien pu avoir une négociation sans l'âge pivot il y a un mois. Aujourd'hui, il y a donc cette possibilité pour les partenaires sociaux qui ont jusqu'à avril pour trouver une solution. Alors de deux choses l'une, soit ils la trouvent et dans ce cas-là il peut y avoir un accord, soit ils ne la trouvent pas et on revient à la situation antérieure. Bref, vous trouvez qu'on n'a pas perdu beaucoup de temps avec, bien entendu, aussi les conséquences du conflit social? On aurait pu tout retirer avant, tout avancer avant. En France, il y a un théâtre social qui est bien connu et qui passe par la grève, donc par les manifestations, etc. Donc c'était, je crois, d'un certain point de vue, inévitable. Et par ailleurs, l'âge pivot et les questions de financement, le gouvernement garde beaucoup la main parce que, comme l'a dit Pascal, le temps est compté et c'est parce que le temps est compté
qu'ils peuvent mettre une certaine pression. Et puis le gouvernement pourra intervenir par ordonnance, ce qui est aussi une forme de menace quand même pour les syndicats, donc de totalement reprendre la main s'ils n'y arrivent pas. La question de l'âge pivot a fait son apparition, enfin a pris de l'importance au fur et à mesure du conflit, parce que la question du financement qui était là dès l'automne, mais qui n'était pas là au moment où Emmanuel Macron a envisagé la réforme. Emmanuel Macron a voulu une réforme extrêmement ambitieuse, je dirais follement ambitieuse, parce que très complexe, très abstraite, d'où les concertations... Trop ambitieuses. Jamais trop ambitieuse, mais en réalité extrêmement ambitieuse et ne tenant pas compte au démarrage des questions de financement. Vous avez travaillé par exemple auprès de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous auriez déconseillé à un président de la République de mener une réforme sur deux fronts? Parce qu'en fait, il y a deux fronts. Il y a un volet budgétaire et puis un volet régime spécial. Alors, les deux fronts résument les enjeux auxquels sont confrontés Emmanuel Macron, c'est-à-dire à la fois une transformation extrêmement profonde du pays, et à la fois, il ne peut pas s'exonérer du fait de réformer l'existant, y compris sur des sujets comptables. Pascal Perrineau, est-ce qu'on ne peut pas reprocher au gouvernement d'avoir bloqué la France depuis 1 mois et demi? Alors... Parce que cet âge pivot, il a été mis alors que l'on savait d'emblée que il allait être utilisé pour négocier avec les syndicats. Est-ce qu'il n'aurait pas été possible d'aller plus vite en besogne? Oui, peut-être. En tout cas, il y a une erreur de diagnostic. Parce que ce qui est impressionnant, c'est que tout de même toute cette affaire est préparée en amont par la fameuse commission Delevoye. Il y a eu une consultation citoyenne, il y a eu des négociations avec les syndicats pendant des semaines, pendant des mois. La commission Delevoye, ça dure environ 2 ans. Et pourtant, cette concertation n'a pas marché. Cette concertation a laissé de multiples zones d'ombre, parmi lesquelles, bien sûr, ce qui était très important, le financement. J'allais dire que les couacs étaient inévitables parce que, comme vient de le dire Julien Volpré, cette réforme, quand on prend la chaîne des réformes engagées depuis 1993 sur la question des retraites, cette réforme est incroyablement différente des réformes précédentes. C'est une réforme, comme on dit dans le jargon, systémique et pas paramétrique. Parce que toutes les réformes, Balladur, Raffarin, Touraine, étaient des réformes qui touchaient à un élément du dispositif, à un élément du mécano. On jouait sur la durée de cotisation, on jouait un peu sur l'âge de départ à la retraite, on introduisait le compte pénibilité, mais on ne réformait pas l'ensemble. Là, il s'agit de réformer l'ensemble. Quand vous réformez l'ensemble dans un système comme la France, qui n'a pas une culture réformiste aussi développée que beaucoup de nos voisins européens, vous allez devant de grandes difficultés, et les grandes difficultés, on y est. Julien Volpré. Il y a eu, moi, je pense qu'il y a eu une forme d'impréparation à envisager toutes les conséquences de cette réforme. Ce qui explique toutes les conséquences financières, etc. Mais ce qui explique que toutes les négociations, il y a eu cette concertation pendant 2 ans, mais qui a été déconnectée et un peu hors sol, un peu trop in abstracto par rapport aux problèmes auxquels sont confrontés aujourd'hui le gouvernement et les syndicats qu'ils découvrent au fur et à mesure. L'impréparation, Julien Volpré, il y a tout d'abord la gronde des Gilets jaunes. Après cette gronde, était-il raisonnable de prendre une réforme comme celle des retraites, laquelle en 1995 avait déjà provoqué les résultats que l'on sait? Bref, est-ce que c'est ça, par exemple, l'impréparation, selon vous? Non, ça vient du fait, c'est lié, le fait d'avoir lancé cette réforme est lié à 2 choses. D'une part, à la volonté de mouvement et de panache, je dirais, du président de la République, et puis c'est une obligation. Emmanuel Macron a été élu sur le mouvement, il a par ailleurs changé d'électorat entre le premier tour de la présidentielle et son mandat. Il a désormais un électorat de centre droit qui lui demande des réformes. Donc, le fait d'engager des choses, y compris difficiles, y compris impopulaires, est pour lui une nécessité électorale. Cet électorat, il n'est pas content, puisque je disais l'opinion, ce matin, un journal plutôt d'inspiration libérale, qui disait, voilà, on a affaire à un recul. Est-ce bien raisonnable de retirer l'âge pivot, Pascal Perrineau, pour cet électorat? Alors, en effet, et on le voit bien peut-être dans le ton assez ferme que gardait Édouard Philippe hier sur France 2. On le voit bien, Édouard Philippe s'adresse à ce qui est devenu la base politique du macronisme, à savoir un électorat aujourd'hui de centre droit. Il faut savoir
Je regardais ça tout à fait récemment, dans les dernières cotes de confiance de Kantar TNS vis-à-vis du président de la République. 10% des électeurs socialistes de 2017 font confiance aujourd'hui à Emmanuel Macron. 50% des électeurs de François Fillon font confiance aujourd'hui à Emmanuel Macron. Donc on voit bien dans ces deux chiffres l'écart très important et le fait que le centre de gravité du macronisme, en effet, s'est déplacé. Mais je crois aussi, pour poursuivre ce que vient de dire Julien Volpré, que peut-être que le président est victime d'un certain style, de ce que Julien appelait ce panache. Souvenons-nous, lors de l'affaire Benalla, qu'ils viennent me chercher. Et là, on a bien l'impression qu'avec le mouvement des Gilets jaunes, qu'avec le mouvement social contre la réforme des retraites, en effet, une France en colère vient chercher le président. Alors, sauf que là, vous avez un homme politique qui apparaît au premier plan. D'ailleurs, c'est lui qui était à la télévision hier soir, Édouard Philippe. On a véritablement un interlocuteur au premier chef, et ça n'est pas le président de la République, c'est le Premier ministre, Julien Volpré. Alors là, je pense que le président a souhaité, à partir du début du conflit, rétablir le jeu traditionnel de la Ve République sur les réformes, à savoir le président est quand même un peu en retrait, ce qui n'a pas toujours été pendant la réforme des retraites, parce que pendant l'automne, il est descendu en piqué à de nombreuses reprises sur le débat, sur la clause du grand-père. C'est lui qui en a été l'initiative. Il a décidé de se mettre en retrait et de laisser son Premier ministre complètement jouer le jeu, y compris lors des vœux du 31 décembre, en lui donnant une instruction assez claire. Donc ça, il est revenu à quelque chose d'assez classique. Le Premier ministre hier défendait son compromis de manière assez ferme, mais avec quand même une dimension politique, avec deux choses, je trouve. La première, c'est qu'il montrait qu'il faisait preuve de conviction sur la question du financement, en disant que pour lui, le financement était très important, et il a dit à 3 reprises qu'il prendrait ses responsabilités si la question du financement n'était pas traitée à l'issue. Donc je pense que dans cette affaire, sur ce sujet, le Premier ministre veut marquer des points, non pas personnellement, mais indiquer son territoire, y compris politiquement. Pascal Perrineau, hier dans le JDD, un sondage particulièrement intéressant qui évoquait l'envie de changement en baisse des Français. En mai 2017, 69% des Français considéraient que la France devait se transformer pour s'adapter à un monde qui change. Aujourd'hui, on en est à 54% des Français. Autrement dit, les Français en ont peut-être assez de la réforme. Alors en effet, ils en ont peut-être assez de la manière dont les réformes sont menées. Vous savez, la politique, c'est avant tout l'art de l'exécution. Et là, on peut considérer que, en matière d'art de l'exécution de la réforme sur les retraites, le gouvernement, le président de la République ont quelque peu failli. Je regardais en particulier, on sait très bien maintenant, c'est ce que j'aborde dans mon bouquin, que la démocratie représentative perd très vite sa légitimité en France et ailleurs. Qu'est-ce qui lui reste comme instrument? Il lui reste éventuellement la démocratie directe, consulter le peuple par référendum, et il lui reste la démocratie consultative. Souvenons-nous que d'une certaine manière, Emmanuel Macron sort à peu près en bon état du processus de protestation des Gilets jaunes, parce que derrière se développe pendant de longs mois le processus de grand débat national. Là, vous vous souvenez ? Enfin, presque les Français, à mon avis, ne s'en souviennent pas. Il y a eu une consultation citoyenne organisée par le président qui a dit, en effet, on va faire un grand débat sur les retraites. Mais c'était une parodie de grand débat. Souvenons-nous, le débat à Rodez, en compagnie du haut-commissaire aux retraites. Ça a été complètement bâclé. Ça s'est développé en septembre, octobre. Et d'une certaine manière, la réforme, étant donné son ambition, a été tellement mal préparée qu'elle suscite aujourd'hui un réflexe de rejet de toute réforme, quelle qu'elle soit. Julien Volpré, d'où vient cette volonté de réformer les retraites, sachant que ça ne fait pas a priori partie des urgences sociales des Français? La première urgence, si j'en crois toujours ce sondage, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat. Alors il est vrai que la seconde priorité, c'est garantir l'avenir des retraites, avec là une légère augmentation. Et dans l'opinion, 42% des Français considèrent qu'il faut garantir l'avenir des retraites. Est-ce que ça justifie que l'on réforme les retraites pour un chef de l'État ?
Oui, la réforme des retraites est quand même un sujet très important compte tenu des questions de financement qui sont posées, y compris et qui se sont posées de manière accrue, y compris depuis cet été. Ensuite, Emmanuel Macron avait parlé de ce système, de cette réforme, en tout cas de son principe, lors de sa campagne. C'était un élément important et ça correspondait aussi pour lui à un élément de faire passer la France dans une ère post-État-providence, post-salariat et de la refondation du pacte social. Donc ce système universel, cette réforme universelle, était dans sa conception, dans son idée, totalement conforme à la volonté du président de la République d'être un élément qui contribue à construire un nouveau pacte social plus équitable, parce que c'est l'idée de départ quand même, universel, plus équitable, plus lisible vis-à-vis des Français. Donc c'est en ça que ça correspondait. Il se trouve que les questions de financement sont venues se rajouter de manière accrue et qu'elles n'étaient pas initialement un problème. Et donc il a les deux. Il doit à la fois essayer d'honorer sa promesse de campagne de refondation du pacte social et deuxièmement de réformer l'existant. Il doit être à la fois Tony Blair et Margaret Thatcher. Pascal Perrineau. D'une certaine manière, le pouvoir s'est tiré un peu une balle dans le pied, à commencer par Édouard Macron. En effet, Édouard Macron avait annoncé en tant que candidat cette réforme, et cette réforme extrêmement ambitieuse. Mais en même temps, il avait dit on ne touche pas aux 62 ans. Et aujourd'hui... Donc Édouard Macron, ça n'était pas une synthèse, Pascal Perrineau. Non, je me suis demandé si c'était une synthèse. Vous savez, c'est freudien, mais c'est surtout très 5e République. Le Premier ministre, il n'y a pas l'épaisseur d'un papier à cigarette qui sépare les deux. Enfin, jusqu'à maintenant. On verra pour ce qu'il en est dans quelques mois. Je vous laisse marquer le silence. Voilà. Quelle est la situation aujourd'hui ? Le gouvernement, et Emmanuel Macron, cette fois-ci, nous dit on ne touche pas aux cotisations, on ne touche pas au niveau des pensions. Mais qu'est-ce qui reste si on veut garantir l'avenir des retraites ? Ce qui reste, c'est de jouer sur la durée des cotisations et sur l'âge de départ à la retraite. Et quelque part, la promesse de Macron de rester à 62 ans a rendu la réforme extrêmement difficile. Et on va voir quel est le degré d'inventivité des acteurs sociaux dans cette conférence sociale qui va se développer sur le financement pour accoucher à l'horizon de 2025-2027 d'un régime qui ne sera pas déficitaire en ne touchant pas aux cotisations. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, il y a un large débat pour savoir s'il est déficitaire ou pas. Il y a tout de même, quand vous prenez le COR, le Conseil d'orientation des retraites, il vous dit en effet qu'en fonction de différents paramètres, il y aura à l'horizon 2027 un déficit qui est quelque part entre 7 milliards et 17 milliards. Ça fait beaucoup de différence, mais qu'on est dans la perspective d'un déficit. Pascal Perrineau, Le Grand Écart, c'est votre ouvrage paru chez Plomb. On vous retrouve avec Julien Volpré, fondateur et dirigeant du cabinet de conseil en communication Tadeo dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par Barbara Stigler. La philosophe sera en duplex depuis Bordeaux. Elle a notamment publié « Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique » et c'est chez Gallimard. On évoquera la manière dont ce retrait de l'âge pivot peut aujourd'hui peser sur le conflit social en cours. Et puis qu'est-ce que ça signifie sur le plan politique, sur le macronisme, sa capacité, sa volonté à réformer la France. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et pour évoquer l'actualité du jour, le retrait provisoire, comme nous l'a expliqué Frédéric Seyss, de l'âge pivot, nous sommes en compagnie du politologue Pascal Perrineau. Il publie Le Grand Écart chez Plomb. Julien Volpré, dirigeant du cabinet de conseil en communication Tadeo et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy en charge de l'opinion. Et puis nous sommes en duplex avec Barbara Stigler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie politique à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous avez notamment publié « Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique » aux éditions Gallimard. Barbara Stigler, j'aimerais tout d'abord votre point de vue sur cette réforme des retraites. Qu'en pensez-vous ? Je pense de cette réforme des retraites en fait m'inspire énormément. Je la trouve passionnante. À tel point que j'ai commencé à écrire sur le sujet, des textes, j'ai donné des entretiens dans la presse, parce que je trouve qu'elle a le mérite, cette réforme des retraites, de révéler au grand jour
ce que j'ai étudié dans mon livre, à savoir le néolibéralisme, son identité fondamentale. Souvent, on ne sait pas très bien ce qu'est le néolibéralisme. On le mélange avec d'autres phénomènes. Et vraiment, pour moi, c'est ça son intérêt. C'est-à-dire le néolibéralisme, précisez en quoi cette réforme relève, selon vous, Barbara Stiegler, de ce libéralisme ou de ce néolibéralisme, si vous faites une distinction. Oui, je fais une distinction. Le néolibéralisme, alors on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est quelque chose qui naît dans les années 30, à la suite de la crise de 29, et qui veut vraiment refonder le libéralisme sur des bases saines. Et l'idée, c'est qu'il va falloir en fait réguler les choses, poser des règles du jeu pour organiser un grand espace qui est celui de la compétition mondiale, mais avec des règles bien fixes, bien claires pour tout le monde, avec des arbitres, etc. Et donc on va refonder totalement la société et même utiliser l'éducation, enfin finalement toutes les missions fondamentales de l'État pour mettre en place cette grande compétition mondiale, mais avec des règles, etc. Pour ce qui est de la réforme des retraites, il est clair que cette réforme des retraites, qui ne commence pas évidemment à l'automne dernier, mais qui est en cours depuis des années et des années, cette réforme des retraites, elle a toujours pour but d'adapter notre état social qui serait archaïque et en retard à cette grande compétition mondiale. Et alors, selon vous, il faut précisément s'adapter à cette grande compétition mondiale où une alternative politique serait possible, même si celle-ci semble ne pas être empruntée par le Premier ministre et le Président. Alors, excusez-moi, je ne comprends pas très bien votre question. Est-ce que, d'après vous, il y aurait d'autres alternatives que celle qui est empruntée aujourd'hui par le Premier ministre? Dans son discours hier, il a expliqué que les impératifs budgétaires imposaient en quelque sorte cette réforme. Alors, j'ai pas eu le temps d'écouter Monsieur Philippe, parce que je suis en ce moment totalement débordée par le mouvement social qui a lieu à Bordeaux. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre votre question. Mais si je comprends bien, vous me demandez si vous voulez, s'il y a... pour le reformuler cette question, il y a dans le néolibéralisme, si je suis votre argumentation, Barbara Stiegler, il y a une propension à dire que les réformes, elles ne sont pas choisies, qu'elles sont en quelque sorte imposées par une situation budgétaire, l'équilibre des finances. Est-ce que, d'après vous, il y a eu une alternative? Et j'imagine que oui, au vu de... Mais évidemment, toutes les personnes qui connaissent ce dossier des retraites de manière technique, ce qui est extrêmement difficile, ça suppose une formation très longue. Toutes les personnes qui connaissent bien ce dossier, qu'il s'agisse de chercheurs, de syndicalistes ou autres, évidemment réfléchissent depuis des années sur des moyens pour améliorer le système et le rendre plus juste. C'est une évidence. Julien Volpré, y a-t-il dans cette réforme la marque du néolibéralisme? Et alors, je dois dire qu'il y a dans The Economist, donc le magazine anglais, qui est un magazine, pour le coup, libéral, un soutien profond à cette réforme d'Emmanuel Macron. Je cite deux arguments qui sont évoqués par The Economist. The Economist dit qu'il y a aujourd'hui des retraites trop importantes en France. Elles sont à 60% du salaire moyen. Elles devraient être à 49%, explique The Economist. Et puis, il y a ces 14% du produit intérieur brut qui est alloué aux retraites, alors que, d'après The Economist, la moyenne de l'OCDE est plutôt à 9%. Bref, je ne sais pas du tout si ça va aider Emmanuel Macron, mais en tout cas, on a affaire à un soutien franc et massif. Et The Economist dit à Emmanuel Macron, tenez bon, ne cédez pas. Oui. Alors, plusieurs choses. Sur les retraites, il y a 1001 réformes possibles, comme nous pouvons le voir. C'est un sujet terriblement complexe. D'ailleurs, le Premier ministre lui-même a avoué que c'était vraiment... Le système actuel était déjà très complexe et celui à venir également. Donc, c'est vrai que c'est un sujet très technique. Ensuite, cette réforme, je ne sais pas si elle a une inspiration profonde par essence néolibérale. Elle a quand même pour vocation, avant tout, de s'adapter, non pas à une idéologie, mais à la démographie. Donc c'est quand même un élément. C'est pas du tout la démographie. C'est pas une idéologie. C'est un premier élément. Enfin, concernant l'article de The Economist a toujours
quels que soient les présidents, quelle que soit leur couleur politique, pousser à la roue des réformes. Ils estiment que les réformes en France sont beaucoup trop tardives, pas assez profondes, et donc c'est à la fois un conseil, mais c'est un conseil un peu cruel, puisqu'ils trouvent en réalité que même la réforme actuelle est très loin de pouvoir répondre aux besoins et aux standards, je dirais, européens de l'OCDE qui sont cités, comme vous l'avez mentionné. Mais est-ce que c'est pas un aveu quand même, cet article de The Economist, qui dit, voilà, évidemment, il faut baisser les retraites. Dans ce cas-là, les Français qui... Ce que ne dit pas Emmanuel Macron. Absolument. Mais il y a effectivement un hiatus. Mais en tout cas, l'analyse de The Economist tendrait à dire, finalement, comme Philippe Martinez, qu'il y a une volonté de baisser les pensions. Pascal Perrineau. Oui, écoutez, d'abord, c'est pas The Economist, en effet, qui gouverne la France. Je crois que, comme vient de le dire Julien Vaulpré, le problème est avant tout un problème démographique. Soyons simples. Ce régime caractéristique, en effet, de l'État social à la française, le régime des retraites, a été mis en place par une série de textes législatifs en 1945-1946. De 1950... à nos jours, l'espérance de vie des hommes comme des femmes a cru de 15 ans. Donc on voit bien, en effet, que si l'on veut maintenir un État social à la française, il y a nécessité de l'adapter. De l'adapter tout simplement à la démographie et au fait que oui, les Français, à partir du moment où ils ont une espérance de vie beaucoup plus longue, seront obligés ou choisiront de travailler plus longtemps. D'ailleurs, l'âge réel de départ à la retraite est aujourd'hui en France proche de 64 ans. Donc il ne faut pas se cacher derrière les mots. D'autre part, on verra ce qu'il en est dans le texte qui sera adopté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Pour l'instant, beaucoup d'États néolibéraux utilisent un système de retraite par capitalisation. Là, on reste dans un système de retraite par répartition. Deuxièmement, même si c'est un détail, dans la réforme, dire par exemple qu'aucune pension ne doit aller en dessous de 1 000 euros, ou peut-être même d'ailleurs davantage que 1 000 euros, ça n'a rien de néolibéral. Donc je crois qu'il faut là sortir, si vous voulez, des mots qui peuvent être plus ou moins stigmatisants, parce qu'en France, on sait que ce vocable de néolibéralisme est extrêmement stigmatisant, et de regarder ce qui se met en place. Il y a une volonté, en France comme ailleurs, de dire au fond que l'État social que beaucoup de pays ont inventé après la guerre, s'il veut avoir un avenir, il doit s'adapter. Barbara Stiegler, la défense du gouvernement sur l'idée qu'il y a finalement un principe d'équité dans la fin des régimes spéciaux, bref, tous ces arguments qui tendraient à dire qu'on n'a pas du tout affaire à une réforme libérale, comment réagissez-vous par rapport à ces arguments ? Je voudrais répondre aux 3 arguments de Pascal Perrineau. Premier argument, il faut s'adapter à la démographie. Nous allons vivre de plus en plus longtemps, en meilleure santé, jusqu'à 90 ans, 100 ans. Bon, la réalité n'est pas du tout celle-là. La réalité actuelle, je connais très bien les questions de santé publique, c'est un de mes champs de recherche. La réalité actuelle, c'est qu'on est dans un moment charnière où on se demande... si cette démographie, si ces projections démographiques qu'on faisait à un moment ne sont pas en fait complètement illusoires, parce que ce qu'on observe, c'est qu'il y a une explosion des maladies chroniques liées justement au stress, aux conditions de travail, etc. Et que ce qu'il faut regarder, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Et quand on regarde l'espérance de vie en bonne santé de certaines catégories sociales, en fait, elle est vraiment pas bonne du tout en réalité. Et on commence à se poser des questions en réalité sur cette promesse, cette peut-être illusion qu'on a eue, que dans le monde dans lequel on allait vivre de plus en plus longtemps et en très bonne santé. Alors, deuxième point, la capitalisation. Effectivement, c'est assez clair. La réforme proposée par le gouvernement n'est pas une réforme par pure capitalisation au sens fonds de pension, BlackRock, etc. Simplement, 2 choses. Premièrement, elle suppose d'être capable de capitaliser des points pour soi-même, d'être un bon entrepreneur de soi-même qui, dès les jobs étudiants, etc., pense à capitaliser des points. Et alors, d'accord, donc on est dans cette logique du capital formation, du capital santé, du capital retraite maintenant. Donc, prenez-vous en main, les amis, allez faire des petits jobs et vous allez capitaliser des points dans un grand jeu vidéo qui est celui de gagner des points de vie et gagner des points de survie, j'ai envie de dire.
Et puis, deuxièmement... Pascal Perrineau n'a pas l'air d'être d'accord avec lui. Ça ne m'étonne pas. Je connais bien les analyses de M. Perrineau. Et puis, deuxièmement, puisque ce jeu de la capitalisation par points n'est quand même pas très, très rassurant, mettez quand même de côté, si vous avez un peu de sous, dès que vous faites partie des catégories sociales qui peuvent se le permettre et que vous allez voir votre conseiller bancaire, mettez quand même un peu de côté pour la retraite par capitalisation au sens fonds de pension. On ne sait jamais, parce que ça peut être rassurant. Donc finalement, bien sûr que c'est une retraite par capitalisation. D'un côté, les points, de l'autre, le développement des fonds de pension. Et regardez les magazines, vous avez une explosion des réclames pour épargner pour vos retraites, etc. Bon, je n'épilogue pas. Enfin, troisième argument. Oui, il s'agit d'une réforme sociale, juste, qui s'intéresse aux vulnérables parce qu'on va assurer 1 000 €, etc. Moi, je me réjouis qu'on assure 1 000 € aux agriculteurs, c'est formidable. Mais ça s'appelle un filet de sécurité. Et précisément, il faudrait que M. Perrineau s'intéresse à ce que c'est que le néolibéralisme, parce que là, il confond en fait avec l'ultra-libéralisme. Le néolibéralisme, c'est pas du tout quelque chose qui dit qu'il faut assassiner les pauvres, les dépouiller et déclencher éventuellement, s'il le faut, des guerres sociales. Le néolibéralisme, c'est une doctrine qui se veut responsable et qui veut assurer un filet de sécurité à tout le monde. C'est pas une doctrine politique qui veut mettre les pays à feu et à sang. Donc, bien sûr, il faut un filet de sécurité pour éviter que la France ressemble au tiers-monde. Donc, bien sûr, 1 000 €, c'est bien pour tout le monde. Voilà, c'est tout. Je crois que M. Perrineau, il faut qu'il se penche vraiment sur la réalité de ce qu'est le néolibéralisme. Et ça suppose de connaître son histoire. On va faire réagir M. Perrineau. Alors, M. Perrineau va s'efforcer de réagir. Si vous voulez capitaliser des points et le régime par capitalisation, par exemple, que connaissent les États-Unis, c'est tout à fait différent. Et par exemple, dans la réforme, si elle aboutit, le fait, par exemple, pour un jeune qui aura un petit boulot, qui ensuite s'arrêtera, pour une femme ou un autre salarié qui aura des petits boulots, qui s'arrêtera, qui pourra capitaliser ses points, c'est plutôt un plus. Et on verra ensuite, à la fin de ces carrières, même si ce sont des carrières très hachées, la capacité pour ces salariés, en effet, d'avoir capitalisé. Alors, si le terme de capitalisation, en effet, dérange, utilisons un autre terme, mais d'avoir bien pris en compte que tout travail va avec une capitalisation de points pour la retraite et que tout sera pris en compte. À cet égard, je ne vois pas ce que cela a de néolibéral, même si j'entends bien, je dois me pencher sur l'histoire du néolibéralisme. Barbara Stigler, une réponse. Oui, tout ça fait système. Moi, je m'occupe d'étudiants, vous voyez, je suis, je ne sais pas si ça a été rappelé, professeur de philosophie. Oui, je l'ai dit. Voilà, excusez-moi, professeur, je veux dire, au département de philosophie de l'université Bordeaux-Montaigne. Donc j'ai affaire à des étudiants dont je me soucie. Je suis très inquiète pour eux. Il y a eu, vous le savez, une immolation par le feu qui a déclenché un mouvement étudiant très, très profond qu'il faut entendre. Ce mouvement étudiant, c'est un mouvement contre la précarité. Ces étudiants, en fait, sont constamment renvoyés à la nécessité de s'adapter à une vie de précarité. C'est-à-dire, une vie de précarité, c'est une vie dans laquelle vous devez sans cesse vous battre pour chaque jour, pour chaque point. Voilà. Donc, il faut capitaliser des points de retraite maintenant, mais il faut aussi s'occuper de son capital formation en gagnant des crédits. Nous avons des étudiants qui sont complètement sous pression. Parce que ce qu'on leur dit, c'est que dorénavant, ils sont plus dans qu'auparavant, un monde... d'après vous, Barbara Stigler. Mais bien sûr, moi j'ai des étudiants que je vois devant moi qui sont en souffrance et qui même deviennent agressifs contre moi. Julien Vaulpré, la précarité, c'est le sens de la vie. Donc nous le sommes tous, les étudiants également, et les étudiants encore plus, puisque les étudiants, ils ont un avenir qui est incertain. Ça fait partie, à 20 ans, son avenir est incertain, c'est l'essence même du fait d'avoir 20 ans. Sur le système des retraites, le système qui est proposé ici est un système qui conserve l'idée de la répartition, mais ce qui est vrai, c'est qu'en réalité, il ouvre la voie à la capitalisation. C'est exact. C'est une dimension, pas du tout d'ailleurs pour toute une série de populations. Et donc, il y aura une dimension de capitalisation qui ne sera pas la plus forte, mais qui sera présente. Et enfin, sur le projet politique d'Emmanuel Macron est un projet d'émancipation de l'individu. Donc, le fait qu'il souhaite avoir à la fois
un système des retraites universel, mais qui individualise les choses avec son nombre de points, est quelque chose qui est tout à fait, je dirais pas bien, mais cohérent par rapport à son idéologie de départ. Barbara Stigler, vous qui êtes philosophe, la manière dont Julien Volpré vient de présenter le projet politique d'Emmanuel Macron, quels mots mettriez-vous justement pour qualifier ce projet politique ? Alors, je ne sais pas, parce que je trouve les deux interventions, enfin les deux points de votre invité très intéressants. Je n'ai pas eu le temps là de réfléchir, mais ça me donne à penser. Premièrement, la vie, c'est la précarité. Je suis complètement d'accord avec lui. Être en vie, c'est être dans une situation d'incertitude, de risque permanent. Hein, je veux dire, voilà, la vie, c'est précaire. Mais c'est précisément pour ça qu'il existe des artifices, comme l'État, qui servent à nous protéger. Et à nous protéger de cette précarité. Ça sert à ça, l'État, entre autres. Ça s'appelle l'État social. Donc, effectivement, parce que nous sommes en vie, nous sommes dans l'incertitude, mais cette incertitude, si elle est radicale, elle est difficile à supporter. Et donc, collectivement, nous construisons les moyens de nous sécuriser par exemple, l'État social. Et précisément, c'est ça que cette réforme est en train de détruire, et d'une manière absolument spectaculaire. Et c'est pour ça qu'elle déclenche un tel mouvement social. J'invite vraiment vos invités à essayer de comprendre les raisons profondes pour lesquelles on est dans cette situation historique aussi étonnante, aussi fulgurante hein, que ce qui s'est passé en 68. Là, on a quelque chose, un embrasement, quoi. Hein. Alors, deuxième chose, je suis tout à fait d'accord également avec votre invité sur le fait que c'est parfaitement cohérent. La réforme d'Emmanuel Macron est totalement cohérente. L'idée, c'est vraiment que cohérente au sens, sur le plan de la doctrine. L'idée, c'est que puisque vous devez capitaliser des points, capitaliser du capital, eh bien, vous devez vous prendre en main vous-même. Vous êtes un individu, vous devez être un individu autonome et vous devez vous débrouiller. Alors ça, c'est magnifique, hein, cette promesse de l'autonomie. Le problème, c'est que quand vous êtes quelqu'un, par exemple, qui va pas bien, qui est pas soutenu par sa famille, etc., qui commence à avoir des troubles psychiques, ben vous n'arrivez pas à faire ça. Voilà. Donc nous, on a des étudiants qui s'enfoncent dans la dépression. Certains dorment dans leur voiture. Comment ils vont faire pour s'occuper de leur retraite? Pascal Perrineau, une réaction. Oui, je crois, comparer ce qui se passe au mouvement de mai 68, je ne crois pas du tout qu'on est dans la même dimension. Barbara Stigler vient de parler d'embrasement. Il faut tout de même parler des chiffres. Les dernières manifestations, c'est un peu plus de 150 000 personnes qui étaient dans la rue lors de la dernière manifestation. C'est une érosion extrêmement sensible par rapport aux 500 000 que l'on comptait le 5 décembre, qui est le début du mouvement. D'autre part, en termes de soutien au mouvement social, le soutien qui était en effet très majoritaire vient de passer en dessous de la barre des 50%. Il y a eu en un mois, puisqu'on en est à la 40e journée de grève, il y a eu en un mois une érosion d'environ 10 points de ce qu'on appelle la grève d'opinion, c'est-à-dire de Français qui se retrouvent dans ce mouvement social, même si aujourd'hui, en effet, c'est très intéressant de constater qu'il y a une majorité relative de Français qui continuent à soutenir le mouvement social. Et d'autre part, n'homogénéisons pas ce qui se passe. Des représentants des salariés aujourd'hui qui se retrouvent dans la CFDT et dans l'UNSA ne sont pas pour une radicalisation du mouvement. Tout au contraire, ils rentrent dans un processus de compromis. Et alors, justement, dans le discours des syndicats, Barbara Stigler, si on distingue la CGT, par exemple, Sudrail, des syndicats réformistes, selon vous, quel projet de société défendent les syndicats réformistes? Est-ce qu'ils sont plutôt du côté du néolibéralisme? Est-ce qu'ils défendent un autre jeu d'acteurs? J'ai beaucoup de mal à saisir la position de l'UNSA et de la CFDT, parce que, pour une raison assez simple, c'est que ce sont des si vous voulez, en fait, ce qui se passe, c'est que la base de l'UNSA et de la CFDT est en train d'échapper à la tête. Et ça, c'est quelque chose qui est un mouvement général hein, dans le monde et en France. La base, en fait, ne veut pas forcément la même chose que ce que disent les représentants. Donc, c'est extrêmement complexe. Moi, je voudrais répondre à Pascal Perrineau, cette fois-ci, sur l'érosion. Voilà, on est en train tous de rentrer chez nous. Je l'invite à ce qu'on en reparle dans un mois. En fait, il y a toutes sortes de métiers qui sont en train d'entrer.
en mobilisation, et moi je peux en témoigner. À l'université, nous sommes très nombreux à avoir perdu le sommeil, car dans le monde de la recherche également, nous allons prendre le relais, nous cherchons les moyens de prendre le relais, et nous sommes extrêmement en colère et extrêmement nombreux. Julien Volpré, une réaction. Sur le mouvement, je pense que s'il est réel, il est resté à ce stade encore quand même circonscrit et cantonné, et les chiffres de mobilisation sont en baisse. Ensuite, sur les syndicats, il y a deux choses. Sur les syndicats, c'est vraiment la formule de Clémenceau: lorsque vous êtes dépassé par les événements, feignez d'en être les organisateurs. Les syndicats, que ce soit la CGT ou la CFDT et l'UNSA, et les leaders syndicaux ont terriblement du mal à tenir leur base, tenir leurs troupes, et à être en mesure de négocier quelque chose qui engage réellement les choses. Il faut voir le camouflet que s'est pris l'UNSA, alors qu'ils avaient annoncé une trêve avant les vacances de Noël qui n'a pas été suivie par leurs troupes. Donc, les syndicats, cette grève n'est pas idéale pour les syndicats. Ils sont très dépassés, ils ont beaucoup de mal à la clore. Sauf pour la CGT peut-être. Oui, mais enfin, même la CGT, je veux dire... Un syndicat qu'on disait à bout de souffle. Oui, enfin, Philippe Martinez est sur une ligne la plus difficile, mais enfin, du coup, c'est la plus facile pour lui à tenir. Et on y verra bien où il en sera. Et pour l'instant, il n'a pas obtenu énormément de choses, donc... Un mot de conclusion, Barbara Stiegler, sur ce mouvement social et sur les suites telles que vous les envisagez. Alors écoutez, moi, on m'accuse souvent d'être optimiste. Je suis absolument pas optimiste. Je suis très inquiète pour l'avenir. Par contre, là, je vois que... Enfin, je suis confiante au sens où je pense que là, on a l'opportunité de résister enfin à cette destruction de notre modèle social, à cette destruction du monde de l'éducation, à cette destruction du monde de la santé que j'étudie depuis des années. Donc, moi, je prédis, je prends le pari, je prends le risque de vous dire qu'il va y avoir un printemps social. Peut-être Pascal Perrineau, un mot de conclusion, cette fois-ci sur les conséquences politiques de la manière dont ce conflit social a été géré. Comment envisagez-vous les choses ? On voit aujourd'hui, toujours dans les intentions de vote au municipal, que le Rassemblement national a beaucoup d'intentions de vote, y compris d'ailleurs de la part de portions de l'électorat inattendues. Par exemple, à gauche de la gauche, il y a environ 35% des électeurs au municipal 2014 qui ont voté pour le Rassemblement national aux européennes en 2019. En effet, quand on se pose le problème du débouché politique et électoral de cette grogne, d'ailleurs dont parle Barbara Stiegler, de cette colère, pour l'instant, la force politique qui est la plus capable de la récupérer, c'est nettement le Rassemblement national. On l'a vu aux européennes de mai dernier, après le mouvement des Gilets jaunes. Il faut savoir que 44% des gens qui se sentaient proches des Gilets jaunes ont choisi le Rassemblement national, et toutes les enquêtes aujourd'hui montrent en effet que Marine Le Pen, dans un premier tour d'élection présidentielle, serait nettement plus haute qu'elle l'était, et que dans un second tour, elle serait au-dessus de 40%. Elle serait au-dessus de 40%. Pourquoi ? Pas parce que la droite modérée irait voter pour elle, parce qu'il y a un phénomène que moi j'avais appelé il y a de nombreuses années le gaucho-lepénisme, qui était un phénomène marginal, existant mais marginal, qui aujourd'hui est devenu une réalité. En effet, vous venez de le dire, quand vous avez plus d'un tiers d'électeurs qui sont des électeurs qui se sentent proches de la gauche, qui s'apprêtent dans un second tour éventuellement à voter pour Marine Le Pen, ça change les perspectives. Un mot de conclusion, Julien Volpré. Deux choses. La première, c'est que je pense que ce mouvement, comme celui des Gilets jaunes, aura beaucoup de mal à être clos complètement. Et donc, d'ailleurs, il n'est pas clos parce qu'il y a cette conférence, et ça sera très difficile qu'il soit vraiment complètement terminé. Ça, c'est un élément tout à fait nouveau, et c'est une difficulté pour les gouvernants, d'une manière générale. Deuxièmement, sur les choses plus politiques, ce dont parle Pascal Perrineau est tout à fait exact. Le bloc populaire est un élément important. Il n'est pas encore à ce stade unifié politiquement. C'est une tendance. Ce n'est pas encore le cas. Et donc c'est une des opportunités pour Emmanuel Macron. Merci Julien Volpré. Je rappelle que vous dirigez le cabinet de conseil en communication Tadeo. Pascal Perrineau, Le Grand Écart, c'est votre livre paru chez Plomb, et Barbara Stiegler. Merci d'avoir été en duplex depuis Bordeaux. Merci à France Bleu Bordeaux. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique. C'est publié aux éditions Gallimard.